filmographe est consacré aux comédies d'Howard Hawks sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à celui que Jean-Luc Godard est appelé le plus grand des artistes américains, Howard Hawks. Plus exactement, aux comédies réalisées par Howard Hawks. Howard Hawks, qui avait débuté dans la vie en exerçant un métier absolument formidable, celui de mécanicien de course automobile, et qui nourrissait avant tout une passion pour l'aventure. Oui, il avait même été pilote de chasse dans l'US Air Force au cours de la Première Guerre mondiale. Oui, il avait fait beaucoup de choses sympathiques qui font vroom vroom, mais la Première Guerre mondiale, évidemment, c'est beaucoup moins sympathique. Dès ses premiers films parlants, il va s'illustrer avec La Patrouille de l'Aube et Après nous le déluge, 2 films d'aviation donc, et puis The Crowd Roars, un film sur le sport automobile. La pêche en haute mer n'est pas loin, avec Le Harpon rouge, et puis c'est avec un film de gangster, Scarface, inspiré par le personnage d'Al Capone, que Howard Hawks va devenir une des gloires d'Hollywood. Hawks est très connu pour ses films noirs avec Humphrey Bogart, et plus Lorraine Bacall, et il l'est aussi pour ses westerns avec John Wayne, comme La Rivière Rouge, Rio Bravo ou El Dorado. Souvenir de Rio Bravo de Howard Hawks, c'était en 1959. Mais Howard Hawks n'a pas seulement réalisé des films noirs ou des westerns. Eh bien non. Hawks, donc ce grand cinéaste de la virilité et de l'aventure, fut aussi un très grand metteur en scène de comédie, un genre pour lequel il avait développé un style bien à lui, fondé sur un étourdissant enchaînement de péripéties et un flot continu de paroles dites sur un rythme accéléré. Si les vedettes féminines de ces comédies sont très diverses, Cary Grant occupe le premier rôle masculin dans 4 d'entre elles, et sauf dans La Dame du Vendredi, il incarne des hommes plutôt fragiles et dominés par le personnage féminin, thème que l'on va retrouver d'ailleurs aussi dans quelques films d'action de Hawks. Et en plus de ces 4 comédies, Cary Grant retrouvera Howard Hawks pour Seuls les anges ont des ailes, où il avait Jane Arthur pour partenaire. Et Rita Hayworth dans son premier grand rôle. Alors, première comédie parlante de Howard Hawks, en 1934, il réalise Train de luxe avec Carole Lombard, alors en début de carrière, et John Barrymore, qui lui était au contraire un vieux routier du théâtre et du cinéma. Le titre original de Train de luxe, c'est 20th Century, 20e siècle donc, du nom du prestigieux train qui reliait New York à Chicago. C'est un des films fondateurs de la screwball comedy, la comédie loufoque. Contrairement à la comédie à l'ancienne, dans lesquelles seuls des acteurs spécialisés acceptaient de se rendre éventuellement ridicules, la screwball comédie met en scène des acteurs de premier plan qui jouent des scènes et des personnages extravagants. Dans Train de luxe, Carole Lombard incarne Mildred Plotka, jeune mannequin pour lingerie transformée du jour au lendemain en Lily Garland, star de théâtre. L'auteur de ce miracle est un producteur au tempérament de despote, joué par un extraordinaire John Barrymore, qui n'hésite pas à la piquer avec une épingle pendant les répétitions pour la faire sortir de ses gonds. Le soir de leur premier grand succès à Broadway, ils unissent leurs existences et embarquent pour une vie de psychodrame. Cette existence transforme l'apprentie larmoyante du début du film en diva arrogante et hystérique. Elle tourne le dos à son Pygmalion tyrannique et réussit à Hollywood. Et là, le producteur, donc Barrymore, ruiné par le départ de sa vedette, la retrouve dans un train qui va de Chicago à New York, où il espère réussir à lui faire signer un nouveau contrat. Mais dans ce train, leur dispute sera à peu près sans fin. Alors si Train de luxe est avant tout porté par l'hallucinant numéro de John Barrymore, les sautes d'humeur de Carole Lombard sont aussi l'un des ressorts de cette formidable comédie. Et c'est ce film qui va faire d'elle d'ailleurs une grande vedette. Et dans Hawks sur Hawks, le livre d'entretien paru après sa mort en 82 aux États-Unis, en 87 en France, chez Ramsey, Howard Hawks raconte que John Barrymore lui a demandé pourquoi il l'avait engagé pour ce film. Et alors la réponse ne suit pas attendre. C'est l'histoire du plus grand cabot du monde et Dieu sait si ça vous ira bien. Voilà ce qu'a répondu Hawks. Et on dit que Barrymore, légèrement porté sur la bouteille, oui, c'est un euphémisme. Voilà, ne but pas une goutte d'alcool pendant tout le temps que dura le tournage de Train de luxe, qui restera, paraît-il, son film préféré. Il faut savoir que Hawks était un cousin éloigné de Carole Lombard, qu'il adorait. Et il dit elle était aussi cinglée dans la réalité que dans ses films. Et donc Hawks va imposer
opposé Carole Lombard au patron de la Columbia, Harry Cohn, qui jugeait ses références encore relativement minces. Lorsque le tournage commença, son jeu manquait de spontanéité, elle était intimidée par Barrymore, exactement comme son personnage au début du film. Tout comme l'aurait fait l'impresario incarné par Barrymore, Howard Hawks la prit à part et lui parla sans ménagement pour l'inciter à être elle-même. « Pourquoi ne la frappez-vous pas ?» suggéra-t-il en parlant de Barrymore. « C'était fantastique », s'exclamera l'acteur après la première prise. Plus tard, dira Hawks, Carole Lombard ne commencera jamais un film sans lui envoyer un télégramme avec ces mots « Je vais commencer par le frapper ». C'est le filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré aux comédies d'Howard Hawks. On retrouve Antoine Cyr. En 1938, Howard Hawks réalise l'impossible Monsieur Bébé, Bringing Up Baby, avec Cary Grant et Katharine Hepburn. Musique de Roy Webb. C'est un film mythique, extraordinaire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve en possession d'un léopard apprivoisé et qui a décidé à tout prix de séduire un beau paléontologue obsédé par la reconstitution d'un squelette de brontosaure. Le film repose sur une cascade de gags qui se succèdent à un rythme frénétique et sur l'alchimie trépidante des deux acteurs. Le personnage de Katharine Hepburn, qui est le moteur permanent de l'action, dès l'instant où elle rencontre Cary Grant sur un terrain de golf et lui conteste la propriété de sa balle avant de prendre par erreur le volant de sa voiture et de l'esquinter dans un parking. Cette femme n'écoute qu'elle-même. Elle est convaincue que Cary Grant l'aime et ne cessera de bouleverser le déroulement de son existence jusque-là bien rangée d'universitaire. Elle semble être une caricature de la véritable Katharine Hepburn, dont le trait majeur de caractère a toujours été de vouloir faire plier le cours des choses à sa volonté. En un instant, elle passe de femme ouragan à gamine éplorée. Elle est l'incarnation exaspérante mais brillantissime de la mauvaise foi. Pour atteindre un tel niveau de virtuosité comique, il lui a fallu faire évoluer son jeu en profondeur. Hawks expliquait qu'il l'avait convaincu de se laisser conseiller par Walter Catlett, un comique de théâtre chevronné qui joue le chef de la police dans la longue séquence où Katharine Hepburn et Cary Grant sont en garde à vue. Hawks rallongera même le rôle de Catlett pour lui permettre de dispenser plus longtemps ses discrets conseils à l'actrice. Qui apparaissait ici dans la première vraie comédie de sa carrière. Quant à Cary Grant, en savant naïf et distrait, il est au cœur de jeux de mots intraduisibles qui donnent au film une saveur encore plus grande pour les anglophones. Ainsi, lorsqu'il perd son os de brontosaure, il faut savoir que bone, le mot anglais pour os, est aussi utilisé en argot pour désigner le membre viril. De même, lorsque Cary Grant bondit en hurlant « I went gay », c'est-à-dire « je suis devenu gay », alors qu'il est vêtu d'un négligé blanc à col de fourrure, il est évident que le mot « gay » ne se résume pas ici à un synonyme de joyeux, même si la censure semble à l'époque n'y avoir vu que du feu. Après Sylvia Scarlett de George Cukor, l'impossible Monsieur Bébé est le deuxième des 4 films que Cary Grant tourna en compagnie de Katharine Hepburn. Il y aura encore Vacances et Indiscrétion, toujours sous la direction de George Cukor. Au-delà du jeu des acteurs, l'impossible Monsieur Bébé regorge d'effets spéciaux pour permettre leur cohabitation à l'écran avec un et même 2 léopards dans des conditions de sécurité acceptables. Alors il semble que Katharine Hepburn n'eut aucun problème pour jouer avec son jeune léopard, mais Cary Grant lui demanda à se faire doubler pour plusieurs scènes. Oui, il y a eu beaucoup d'effets spéciaux dans ce film. Ils ont mis le léopard derrière des vitres, ils ont utilisé des transparences. Enfin bon, ça a été vraiment très très compliqué. Mais ce film connaît donc un certain succès critique, sauf auprès du New York Times qui assassine Katharine Hepburn, mais il va être un échec commercial. Il ne fait que 70 000 $ de recettes pendant sa première semaine d'exploitation au Radio City Music Hall de New York, ce qui lui vaut d'être retiré de l'affiche au profit de l'Insoumise de William Wyler. L'impossible Monsieur Bébé conduisit la RKO à mettre un terme au contrat de Hawks et à confier la réalisation de Gunga Din à George Stevens.
Pourtant, vu aujourd'hui, c'est probablement l'une des comédies hollywoodiennes qui a le mieux vieilli et l'une de celles qui font vraiment beaucoup rire. Et au classement des plus grands films de tous les temps, l'impossible Monsieur Bébé fut classé en 2007 par l'American Film Institute à la 88e place. C'est pas beaucoup. Ça les vaut largement. Hein. Ah oui? Oui, ça vaut mieux que ça. Oui, c'est ça, voilà. Oui, ils ont été un peu durs. Oui, un peu. Ouais. C'est vraiment une des meilleures comédies de l'histoire. Howard, il faut savoir, ça explique le style de Howard Hawks dans la comédie, il faut savoir qu'il avait évidemment débuté au temps du cinéma muet, et il considérait que le parlant ralentissait les films. Donc pour rendre son tonus à l'action, il a eu l'idée de faire parler les acteurs de ses comédies plus vite que leur débit naturel. Il pousse ce procédé à l'extrême dans La Dame du Vendredi avec Cary Grant et Rosalind Russell, qui est un film inspiré d'une pièce de théâtre qui pouvait apparaître, il est vrai, trop bavard. Et qui avait déjà été porté à l'écran en 1931 par Lewis Milestone, et qui le sera encore en 74 par Billy Wilder, spéciale première, et en 88 par Ted Kotcheff, Scoop. La musique de La Dame du Vendredi est signée Sidney Kuttner et Felix Mize. Rosalind Russell avait été choisie à la place de Carole Lombard qui depuis Train de luxe était devenue beaucoup trop chère pour la Columbia, productrice du film. Oui, et avant elle, Hawks avait pensé à Claudette Colbert, à Katharine Hepburn, à Joan Crawford, à Erin Dune, à Ginger Rogers, même qui refusait le film avant de savoir qu'elle aurait comme partenaire Cary Grant, et elle le regretta infiniment. Elle interprète donc Rosalind Russell, une brillante journaliste qui a décidé de changer de vie et d'épouser un modeste agent d'assurance de la ville d'Albany, qui est un endroit plutôt paisible, bien que, rappelons-le, elle soit quand même la capitale administrative de l'État de New York. Mais l'ex-époux et employeur de cette femme, qui a donc voulu s'émanciper à Albany, et donc cet ex-époux et employeur est interprété par Cary Grant, il est décidé à conserver auprès de lui cette femme qui est aussi donc sa collaboratrice. Il l'envoie faire l'interview d'un condamné à mort dont son journal, le Morning Post, espère pouvoir obtenir la grâce. Le personnage de Cary Grant est ici beaucoup plus dur et dénué de scrupules que celui de l'impossible Monsieur Bébé. Aidé par son homme de main, il fait passer une journée trépidante à son épouse tout en jouant des tours pendables à son futur époux et à sa future belle-mère. Ce film est un chef-d'œuvre de la comédie du remariage, un genre très américain qui permettait de mettre en scène des situations croustillantes sans trop tomber dans les filets de la censure. En 1941, Hawks tourne un autre film, le très drôle Boule de Feu, Ball of Fire, avec Gary Cooper et Barbara Stanwyck. C'est en fait une transposition comique et moderne du mythe de Blanche-Neige, et transposition écrite par Charles Brackett et Billy Wilder. Billy Wilder qui à cette époque n'avait tourné qu'un seul film, et en France qui plus est Mauvaise Graine avec Daniel Darieux. Dans Boule de Feu, Barbara Stanwyck joue Segarpus, une jeune chanteuse qui va semer le trouble dans une communauté d'encyclopédistes dont le plus jeune membre, un distingué linguiste interprété par Gary Cooper, la recrute comme collaboratrice occasionnelle pour l'aider à combler ses lacunes en argot. Concurrencée dans le charme et la drôlerie par la petite troupe de vieux savants qui est vraiment très marrante, le couple vedette Cooper-Stanwyck n'a quand même pas le génie comique de Katharine Hepburn et de Cary Grant dans l'impossible Monsieur Bébé donc de Hawks. Mais Boule de Feu va rapporter 3 fois plus d'argent que l'impossible Monsieur Bébé. Pour la chanson Drum Boogie, qui est un des grands moments du film, qui est rythmé par le célèbre batteur Gene Krupa, Barbara Stanwyck est doublée par la chanteuse Martha Tilton. You hear the rhythm romping, you see the drummer stomping, drum boogie, really is a killer, drum boogie, the drum boogie boogie. The rhythm won't offend you, it's really gonna send you drum boogie, it really is a killer, drum boogie, the drum boogie woogie. You hear the piano romping, see the drum boogie, the cat's a killer diller, drum boogie, the drum boogie woogie. Knock yourself out.
jumping with a drum boogie. Drum boogie. Drum boogie woogie. Yeah! 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Avec la voix de Martha Tilton, la chanteuse de l'orchestre de Benny Goodman, Barbara Stanwyck chantait Drum Boogie dans Boule de Feu, c'était en 1941. Vous écoutez le Filmographe et aujourd'hui Antoine Cyr nous balade dans les comédies du grand Howard Hawks. Pendant la guerre, l'humeur n'est plus à la comédie. Hawks va réaliser le très patriotique Air Force, puis ses 2 grands films noirs avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall, Le Port de l'Angoisse et Le Grand Sommeil, qui, sans être totalement dépourvus d'humour, sont tout de même loin d'être des comédies. Il renoue franchement avec le rire en 1949 avec Aller coucher ailleurs, I Was a Male War Bride, un film qui se déroule dans l'Allemagne de l'après-guerre en pleine reconstruction sous le contrôle des armées alliées. Cary Grant interprète un capitaine français qui part en mission avec une jolie femme lieutenant américaine incarnée par Anne Sheridan. Après des débuts conflictuels, les 2 jeunes gens tombent amoureux et se marient. Mais l'homme doit obtenir de nombreux documents administratifs pour pouvoir suivre son épouse en Amérique, et donc, pour contourner l'obstacle, il invoque la clause « épouse de guerre » permettant aux femmes de soldats de rejoindre leurs époux aux États-Unis. Après l'avoir fait jouer en peignoir à col de fourrure, c'est la 2e fois que Hawks place Cary Grant dans une situation sexuellement ambiguë. Cela n'empêche pas le pauvre officier d'être dans l'impossibilité de dormir avec sa femme et même de trouver un endroit où dormir tout court. Ce scénario, abracadabrant mais sympathique, est tiré de l'histoire vraie d'un officier belge nommé comme dans le film Henri Rochard et qui s'est fiancé à une militaire américaine pendant la guerre. Lorsqu'il souhaita émigrer aux États-Unis après le conflit, il se heurta à la loi 271 qui réglementait l'entrée des fiancés de guerre et il devint alors une Male War Bride, littéralement une fiancée de guerre mâle. C'était la première fois qu'Howard Hawks tournait en Europe où cette année-là, l'hiver fut particulièrement rude. Anne Sheridan, la pauvre, contracta une pleurésie. En 1952, Hawks réalise sa 3e comédie mettant en scène un savant distrait et la 2e où ce rôle est tenu par Cary Grant, associé cette fois à Ginger Rogers. C'est Chérie, je me sens rajeunir. Monkey Business en anglais. Le film commence par un générique interrompu inopinément et à plusieurs reprises par vraiment le très distrait Cary Grant auquel une voix lance systématiquement « Pas encore, Cary !» Not yet, Cary. Not yet, Cary. Alors ce film est surtout passé à la postérité pour le rôle qui joue Marilyn Monroe, en secrétaire aussi gourde que ravissante. En réalité, l'essentiel de l'intrigue tourne autour de Cary Grant et Ginger Rogers qui incarne son épouse. Le savant, puis sa femme, croient boire un peu de l'élixir de jouvence sur lequel travaille l'éminent homme de science, et donc ils absorbent en fait de grandes quantités de cet élixir en buvant au distributeur d'eau dans lequel un chimpanzé du laboratoire a versé cette fois-ci de grandes quantités de la formule préparée par le savant. Rien de très nouveau côté Cary Grant, qui jouait un peu le même rôle dans l'impossible Monsieur Bébé, et qui est toujours excellent. Mais Ginger Rogers est aussi très bonne, notamment dans la séquence où elle rajeunit et mobilise son savoir-faire de danseuse dans un bebop absolument endiablé qui donne un sérieux coup de vieux à son partenaire masculin. En 1953, Marilyn Monroe joue un rôle beaucoup plus important dans une autre comédie de Hawks, Les hommes préfèrent les blondes, où elle forme avec Jane Russell le génial tandem des 2 jeunes filles de Little Rock. We're just 2 little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks, but the gentlemen friends who used
Then someone broke my heart in Little Rock. So I up and at the peace was there. Like a little lost lamb I roamed about. I came to New York and I found out that men are the same way everywhere. I was young and determined to be wined and dined and Herman, and I worked at it all around the clock. Now one of these days in my fancy clothes, I'm going back home and punch the nose of the one who broke my heart. The one who broke my heart. The one who broke my heart in Little Rock. Little Rock, Little Rock. Little Rock. But little rocks or square rocks, these gals must have their rocks. Diamonds are a girl's best friend. Marilyn Monroe et Jane Russell au tout début des Hommes préfèrent les blondes, dont Malcolm Sinclair avait tourné une première version évidemment muette en 1928, version aujourd'hui considérée comme perdue. C'est à la demande de Daryl F. Zanuck que Hawks avait accepté, plutôt à contre-cœur, de donner à Marilyn Monroe ce rôle qui devait faire d'elle une star. Le réalisateur imposa en revanche Jane Russell, dont il avait pu apprécier le talent sur le tournage du Banni, dont il avait largement supervisé donc la production pour le compte de Howard Hawks. C'était 10 ans plus tôt. Pour ce film, qui se déroule presque entièrement sur le paquebot reliant New York à Cherbourg, Hawks a délégué la réalisation des numéros musicaux au chorégraphe Jack Cole. Les Hommes préfèrent les blondes permettent à Marilyn Monroe de briller, désinhibée dans un rôle de sotte pas si sotte que cela, obsédée par l'idée de faire un grand mariage d'argent. Mais Jane Russell est aussi très très drôle. Elle incarne un personnage qui réclame peut-être un peu moins de finesse, un peu moins de présence, celui de l'amie qui a moins de succès simplement parce qu'elle est brune. Mais cette brune est particulièrement divertissante, notamment dans la scène de tribunal où elle s'est teinte en blond pour se faire passer pour Marilyn. Et là, elle fait un vrai numéro d'actrice, Jane Russell. Et c'est là qu'elle reprend le fameux Diamonds Are a Girl's Best Friend. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square or pear shapes, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Jane Russell, Diamonds Are a Girl's Best Friend, extrait des Hommes préfèrent les blondes. Les Hommes préfèrent les blondes fut salué par la critique et remporta un immense succès public, mais Hawks consacra l'essentiel de sa fin de carrière à de grands films d'aventure. La Terre des Pharaons, Atari, Rio Bravo, un western plein d'héroïsme qui ne manque cependant pas d'humour. Hawks s'essaiera quand même une dernière fois à la comédie avec Le sport favori de l'homme en 1964, pour lequel son intention initiale était de réunir le couple de l'impossible Monsieur Bébé, Cary Grant et Katharine Hepburn. Sur une musique d'Henry Mancini. C'est finalement Rock Hudson et Paula Prentice qui jouent les deux rôles principaux. Roger Willoughby, que joue Rock Hudson, est vendeur d'articles de pêche dans le célèbre magasin Abercrombie & Fitch. Tout le monde le prend pour un très grand expert, au point que la responsable des relations publiques du magasin, interprétée par Paula Prentice, est décidée à l'inscrire à une grande compétition de pêche. Les situations comiques viendront du fait que le pseudo-expert n'a jamais pêché de sa vie et qu'il ne possède pas davantage les compétences annexes du pêcheur. Monter une tente ou piloter un bateau par exemple. Le sport favori de l'homme, sans être un échec total, va quand même rencontrer un succès plutôt mitigé. À
Âgé de 65 ans à la sortie du sport favori de l'homme, Hawks allait désormais consacrer l'essentiel de ses forces à réaliser des variantes de Rio Bravo, toujours avec John Wayne. El Dorado et Rio Lobo qui sera son dernier film. Il s'éteindra en 1977, ayant laissé une trace immense comme cinéaste de l'aventure, mais il est important de ne pas oublier qu'il fut aussi un formidable réalisateur de comédie. Grâce à vous, nous ne l'oublierons pas. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP.